Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour Francis. Bonjour Mario. Je regardais pendant la pause, tu sais, CNN, ils font un indice là, des marchés boursiers, de l'humeur du marché, là, tu sais, qui va de la 0... peur extrême. Exactement, mais j'arrive exactement là, de 0 à 100, mais pour les gens pas familiers, tu sais, quand t'es dans le début, comme là, la 15, là, ça s'appelle la peur extrême, puis après ça, t'as la peur, puis après ça, t'as le neutre, autour de 50, c'est que c'est neutre, puis après ça, t'as l'optimisme, puis l'optimisme extrême, là, tu sais. Ben, là, c'est pas l'optimisme, c'est l'avarice. Hein, l'avarice, greed, ouais, mais je l'avais reformulé en un terme plus gentil, là, tu m'as pogné, mais c'est vrai que c'est greed. Mais de toute façon, ce matin, là, on est à 15 dans peur extrême, et donc, parce que ton premier sujet, c'était les tarifs, là, tout le monde regarde ça avec inquiétude. Ben, c'est aujourd'hui, hein, Mario, puis juste, je suis cet indicateur-là de CNN avec un petit plaisir. Mais je me demande si je l'ai déjà vu à 15. Il était à 22 la semaine dernière, là, donc ça il était déjà très bas, là, ouais, c'est ça. La peur est plus grande, évidemment. Ben, faut dire que donc aujourd'hui, c'est le fameux 2 avril, ça fait des semaines qu'on nous conditionne avec cette idée d'une journée de la libération, là. Je sais pas si ça va passer un aux terme annales débile, historiques, un terme un peu débile. Où M. Trump va enfin, là, du haut de son trône, là, dévoiler au monde entier là, ce qu'il sera de leur capacité à accéder au marché américain. Donc, des nouveaux tarifs, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas qui ils vont viser, mais chose certaine, le message, en tout cas, c'est qu'il n'y aura pas de pitié pour personne et pas vraiment d'aménagement possible. Ceci dit, évidemment, derrière les portes closes, Mario, ça continue à débattre. Hier, le grand patron de Stellantis, là, qui regroupe Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, là, donc vraiment plusieurs marques américaines et européennes, était reçu par le président Trump. Je devine qu'il a essayé de lui faire entendre raison. On ne sait pas si ça a réussi. Et puis évidemment, des grands groupes comme ça, Mario, qui ont des marques partout dans le monde, ben, ils voient d'un très mauvais œil là, que les Américains, avec leur exceptionnalisme, se posent en victimes là, du système qu'ils ont fabriqué depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est intéressant, je lisais un rapport là, très intéressant d'un analyste américain qui disait, en fait, l'idée d'une voiture américaine, là, tu sais, les American Car, l'American Car, c'est un mythe, ça n'existe pas, un American Car. Il y a des springs qui viennent du Mexique, puis des composantes électroniques qui viennent de Taïwan, puis un moteur qui est fait au Canada, puis des bouchons qui sont faits en Pologne, puis à la fin, là, ça sort de l'usine américaine, mais je veux dire, un peu comme l'industrie aéronautique ou bien d'autres de ces industries qui sont très complexes. Hein? L'automobile, Mario, dans les années 70, tu avais des All-American Cars, tu avais l'acier était creusé aux États-Unis, transformé aux États-Unis, le moteur était fait, la transmission était faite. Maintenant, la spécialisation puis le haut niveau de sophistication technologique fait en sorte que les pièces, par définition, viennent de partout au monde. Et donc, on va peut-être pas assassiner le secteur automobile américain, mais lui faire très, très, très mal, autant pour les consommateurs américains, autant pour les capacités de ces compagnies-là à éventuellement exporter à l'étranger. Là. Si tous tes intrants augmentent, Mario, à un moment donné, les Ford, là, qui sont d'ailleurs très populaires en Europe, vont devenir plus chers pour les Européens aussi. Et ça va faire en sorte de leur faire perdre des parts de marché, de les rendre moins innovantes. Puis là, tu parles pas du sentiment anti-américain qui est en train d'être créé, où le consommateur... Tu parles même pas de ça, là. Juste sur le plan économique, Mario, je ne vois pas comment de rapatrier sur une période de 5 à 10 ans la totalité de la chaîne de valeur automobile entre le Wisconsin puis le Michigan puis le Texas. Ça ne peut pas être une bonne idée, évidemment. Il y a depuis Adam Smith qu'on le sait, là, qu'il y a des gains de la spécialisation puis que c'est aussi bien d'avoir une usine qui fait toutes les bushings pour tous les chars de la planète que d'avoir plein de petits sites artisanaux qui font des trucs hyper standardisés. Donc, voilà, ça va être étrange comme journée, je te parie, Mario. Puis donc, évidemment, je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Les démocrates ont fait un dernier push là, hier pour essayer de bloquer le projet. Parce que tu te rappelles que tout ça, Mario, ça vient
les executive orders, les fameuses lettres que signe M. Trump, ça vient d'un état d'urgence que M. Trump a déclaré au tout début de sa présidence. État d'urgence qui est justifié, du moins en ce qui concerne le Canada, par l'immigration illégale massive et le fentanyl. Là. On s'entend qu'il n'y a plus personne qui parle de ça depuis de nombreuses semaines. Là. Je veux dire, on le sait, il y en a parce pas qu'on sait que c'est un prétexte, c'est une ça. fausse histoire. Donc, c'est ça. De déclarer un état d'urgence sur de faux prétextes, puis ensuite, par conséquent, de mettre en place toute une salve de tarifs menaçants pour son principal allié économique, c'est quand même étrange. Donc, bref, les démocrates tentent de faire renverser la vapeur. Je sens que c'est le terme perdu à ce stade-ci. Ouais, M. Carney, pendant ce temps, lui, sur ce dossier-là, s'est entretenu avec la présidente du Mexique, Mme Sheinbaum, plutôt sur le tard quand même, hein? Oui, effectivement. En même temps, ils sont dans des positions très différentes. Mme Sheinbaum a gagné les élections récemment. Elle a eu une forte majorité, puis elle a un soutien là, au niveau de la population mexicaine. Je disais quelque chose comme 77%. En tout cas, elle est aimée par le public mexicain là, comme jamais auparavant. Selon toute vraisemblance, là, puis j'ai d'ailleurs lu sur la position spécifique de Mme Sheinbaum, elle a une position à l'intérieur du Mexique qui est très enviable là, dans tout ce capharnaüm, c'est-à-dire elle pourrait très bien ne rien faire puis accepter, comme je l'ai souvent recommandé aux Canadiens, de ne pas mettre de contre-tarif, essentiellement de ne pas jouer la carte là, de la bravade là, puis de se gonfler le torse, parce qu'économiquement, c'est la meilleure chose à faire, je le rappelle. Et bien sûr, ça va lui coûter quelques points dans les sondages, mais comme je le dis, elle a une très forte légitimité, elle a de la marge, elle peut s'en permettre. À l'inverse, tu as M. Carney qui est en élection actuellement. Tous les partis se bombent le torse, donnent des coups de poing sur la poitrine. Je vais être plus fort que Donald Trump. C'est évidemment bien absurde, mais M. Carney n'a pas le luxe d'abandonner ce qui s'apparente à une lutte là, contre les Américains. Et donc, on prend, selon moi, des mauvaises décisions de politique publique par showmanship, par volonté de faire le spectacle politique. Ce sera intéressant de voir une fois l'élection fédérale passée, puis une fois que les gagnants auront été dévoilés, comment le ton change. Mais oui, effectivement, cette conversation-là a eu lieu. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu de grandes décisions qui ont été prises. De toute façon, M. Carney peut juste promettre à Mme Sheinbaum que s'il est élu, ceci ou cela arrivera. Je ne sais pas si M. Poilievre avait l'intention de parler à Mme Sheinbaum lui aussi. Ça serait un peu bizarre, mais tout peut arriver en ce temps étrange. L'Institut CDAO qui relance un débat. Remarque, il n'y a plus aucun parti politique qui parle de ça. L'âge de la retraite à 67 ans au Canada. Il faut quand même rappeler que le gouvernement Harper l'avait fait. Je pense que c'est dans le budget de 2012 ou 2013. Là, ça devait entrer en vigueur progressivement. Et bon, Justin Trudeau, en arrivant au pouvoir, a défait tout ça. A dit, on garde l'âge de la retraite à 65 ans. Il l'avait promis. Évidemment, c'est populaire pour le vote des aînés. Mais moi, je suis un des seuls là, qui a toujours défendu que c'était la chose logique à faire. Et là, l'Institut CDA le relance. Ben, c'est la chose logique à faire. Puis on est dans une pure situation, Mario, où la science, là, puis le raisonnement économique, qui est la bonne chose à faire, qui serait de rehausser l'âge de la retraite, est en conflit ouvert avec la politique. Là, c'est-à-dire, je lisais là, la position de la CAQ, la position du PQ, la position de... Personne ne veut augmenter l'âge de la retraite parce que c'est politiquement suicidaire de le faire. Mais c'est parce que quand on a fixé 65 ans, ouais. Tout était différent, là, l'espérance de vie, la santé moyenne, tout était différent, là, tu comprends? Donc, faut que tu fasses l'écart entre le moment de la retraite puis le moment moyen de la mort. Là, excusez-moi d'être là, mais l'espérance de vie. Ça fait combien d'années? Et là, présentement, c'est qu'on travaille plus assez pour financer toutes ces retraites. Il y a quelque chose à la base là, qui dans notre économie ou dans notre système qu'on est en train de casser. Puis l'espérance de vie avec la médecine va continuer d'augmenter, là. Ben écoute, c'est quand même assez frappant. J'ai pas les chiffres, là. Le RRQ au Québec existe depuis 1965, mais les chiffres que j'ai trouvés, c'est 1945. Mario, l'espérance de vie à la naissance, c'était 63 ans. Là. Il te resterait plus trop longtemps, je pense. Puis là, on est à 80, Mario, quoi, 81, mettons? Là, on est à 79 pour les hommes, 81, 82 pour les femmes. Donc, on a gagné quasiment 20 ans de vie depuis nos grands-parents. C'est quand même assez hallucinant. Et puis, effectivement,
depuis le RRQ, depuis 1965, on n'a pas fait bouger la ligne de démarcation. Donc, c'était une Christie d'aubaine à l'époque, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Puis on le sait, les tables actuarielles, là, c'est souvent publié par Retraite Québec, etc. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, encore au Québec, qui prennent leur RRQ à 60 ans. C'est une très mauvaise affaire. Là. Tu sais, c'est pas à ton avantage personnel, mais les gens préfèrent un petit gain immédiat qu'un plus gros gain à long terme. Et comme on le sait, il y a à peu près la moitié, voire un peu plus de la moitié de la population, Mario, qui est pas prête à prendre sa retraite actuellement. Ils n'ont pas de l'argent de côté, ils n'ont pas ce qu'il faut pour vivre justement jusqu'à 80. Et puis encore une fois, on espère vivre jusqu'à 80, mais une partie vont vivre jusqu'à 100, là. C'est ça, exact. Si tu prends ta retraite à, je sais pas, à 62, là, puis tu meurs à 100, ça veut dire que tu as fait une carrière de 30 ans. Il faudrait que tu aies accumulé assez d'argent pour en vivre 38 de plus. Tu comprends? Il faudrait que tu aies assez de fuel là, dans le réservoir pour... Donc, soit tu as mis 50% de tes revenus de côté toute ta vie, ou bien tu vas vivre très, très pauvrement pendant les dernières années de ta vie. Et donc, encore une fois, l'idée de rehausser de 2 ans. Puis encore une fois, l'idée, c'est pas... Chacun prend sa retraite quand il veut. L'idée, c'est que les normes gouvernementales... La pension de vieillesse, type, là. Pension de vieillesse, type RRQ, est-ce qu'on les rehausse de 1 an, de 2 ans? Puis encore une fois, il n'y a personne qui dit qu'il faut faire ça de 2 ans là, demain matin. Stephen Harper, je pense que c'était ça. Je pense que c'était super. À coup de 6 mois, sur une couple d'années, graduellement. C'était super bien fait, là. Ça, personne n'aurait dû tout. Tu sais, c'était une décision difficile qui avait été prise courageusement. On aurait dû laisser ça de même, mais évidemment, la tentation... On aurait dû laisser ça de même, mais tu as absolument raison, Mario. Puis je te rappelle qu'il y a 2 ans, en 2023, il y a eu des consultations là, autour de la RRQ et tout, menées par la CAQ, et finalement, on a comme glissé ça sous le tapis, puis on n'a pas fait grand bruit. Parce que dans les faits, comme je te le dis, il y a une opposition forte, tandis que la science économique nous dit est-ce que le politique est prêt à vivre et accepter. C'est un peu suicidaire politiquement de faire la bonne chose dans ce dossier-là, malheureusement. Merci, Francis. À demain. À demain.